21 mars 2023, le roi est mort. Kanki le GOAT, Kanki le roi, Kanki la légende, l'homme qu'on a aimé pour ses stratégies suicidaires, l'homme qu'on a détesté pour ses massacres sur les civils, l'homme qui nous aura tant divertis depuis son introduction est en train de mourir. Même si on pouvait commencer à le sentir avec les derniers chapitres, on avait encore espoir. Mais Hara nous rappelle que nous sommes dans le Kingdom. Peu importe ta gloire, peu importe ta popularité auprès des fans, si tu dois mourir, alors tu mourras. Le chapitre 172 de Kingdom est profondément ancré dans la mémoire collective des fans de Kingdom. Le choc de la perte brutale d'Uki nous a tellement marqué qu'on en retient même le numéro du chapitre de sa mort. Aujourd'hui, je pense que nous sommes face à un moment tout aussi historique dans Kingdom que le chapitre 752, le chapitre où le roi Kanki est mort, restera aussi dans toutes les mémoires. D'ailleurs, j'y vois un certain parallélisme entre les deux situations. Deux grands généraux de Qin qui meurent au combat. Ils meurent face au même stratège, Riboku, et c'est une défaite qui va encore une fois plonger Qin dans l'incertitude pour son avenir, ou du moins pour son projet d'unification. J'ai hâte de voir dans les prochains chapitres la réaction de Sei et de son état-major, mais aussi de celui des autres états. Mais avant d'aller plus loin dans l'analyse, laissez-moi vous dire les frérots à quel point je suis dégoûté de la mort de Kanki. On vient tout simplement de perdre l'un des meilleurs personnages de Kingdom. Oui, même si tu détestes Kanki, que tu le veuilles ou non, Kanki est l'un des meilleurs personnages de ce putain de manga. D'ailleurs, avec le développement du personnage et de sa famille dans les derniers chapitres, beaucoup de personnes qui le détestaient encore il n'y a pas si longtemps ont fini par l'apprécier. Perso, j'irai même plus loin. Pour moi, Kanki est un véritable bijou d'écriture. Même dans les autres mangas, je n'avais jamais vu un tel personnage. Et sa mort sera une immense perte pour le manga. J'avais déjà fait une vidéo sur Kanki il y a un an, je vous remets l'extrait où j'expliquais pourquoi Kanki était un personnage aussi excellent. Kanki est un excellent personnage. Kanki est très certainement l'un de mes personnages préférés, tout manga confondu, et je trouve que le travail d'écriture derrière ce personnage est absolument monstrueux. Tout d'abord, pour moi, Kanki est celui qui incarne le mieux la notion de liberté dans le manga. C'est même plus que ça, c'est une liberté absolue, où il s'affranchit d'absolument tout, des règles comme des mœurs, une liberté sans aucune limite. Et c'est pour ça qu'il est aussi dangereux. Kanki est le personnage le plus libre, et ça à tous les niveaux. Dans son passé de bandit, il faisait tout ce qui lui passait par la tête et personne n'a été capable de l'arrêter. Il était littéralement au-dessus des lois. Avec ses massacres, on voit qu'il s'affranchit aussi de toute règle éthique et morale. Cette liberté extrême se retrouve également dans son armée. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est simple, quand Kanki a envie de faire ou de dire quelque chose, il le fait. Même face à Sei, même face à l'homme le plus puissant du monde, il n'hésiterait pas à lui dire ce qu'il pense de lui. Et cette liberté se retrouve également dans sa façon de se battre, en totale opposition avec la guerre classique. Alors ça, c'est complètement subjectif, mais je trouve que la façon dont se bat Kanki est aussi la plus divertissante du manga. Tous les généraux du manga ont leur propre manière de faire la guerre, mais celle de Kanki nous permet de vivre des moments absolument légendaires. On le voit en mode d'infiltration dans le QG ennemi, on le voit se balader tranquillement au pied de la porte de Konkoku dans un océan d'ennemis. Quand Kanki se bat, tu sais qu'il va faire quelque chose de spectaculaire pour arracher la victoire. Kanki, c'est aussi le personnage des oppositions. Il a à la fois un puissant pouvoir d'attraction et un pouvoir de rejet. Tu sais pas sur quel pied danser avec lui. Lors de sa première rencontre avec lui, Shin a dégainé instinctivement son épée. Kanki dégage naturellement quelque chose qui te met mal à l'aise. C'est très difficile de l'accepter en tant qu'allié. Et pourtant, il dégage aussi un très grand charisme. Certes, il a soumis par la force des clans de tarés comme le clan Zenu, mais s'il continue à le suivre aujourd'hui, c'est parce que tout comme Shin, il donne envie aux autres de se battre pour lui. Même le général Shutu, qui pourtant déteste Kanki, lui demandera de devenir le général numéro 1 de Qin. Il a très clairement le haki des rois. Kanki est un personnage vraiment fascinant dans son écriture. On le voit toujours très sûr de lui, il a toujours son sourire narquois, il prend pas la guerre au sérieux. Pour lui, c'est un jeu. Il est là parce qu'il y prend du plaisir. Il te met Ojiko commandant de 1000 hommes juste parce que ça le fait délirer. En fait, c'est le personnage qui aborde le plus la guerre avec légèreté. Et pourtant, et c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est lui aussi qui va te montrer le visage le plus sombre de la guerre,
avec son lot de pillages, de viols et de massacres. Et c'est cette ambivalence qui fait qu'à la fois tu adores et tu détestes ce personnage. Son écriture est tellement fou et ce tweet illustre parfaitement cette idée. Kanki c'est mon personnage préféré, mais j'ai juste une envie, c'est qu'il crève. Kanki est un monument à lui tout seul et je le dis clairement, sans ces massacres, Kingdom ne serait pas aussi excellent. Et ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que ces massacres remettent bien les choses à leur place. On est dans une guerre de conquête, c'est bien Qin l'envahisseur et donc dans un certain sens, c'est eux les méchants. Ça on pourrait presque l'oublier avec les idéaux de Sei, mais ça ne change rien au fait qu'il tente d'imposer par la force un nouveau régime politique aux autres états. De par ses actions, Kanki nous sort définitivement du schéma d'un camp du bien contre celui du mal. C'est absolument pas le propos du manga. Kanki est là pour faire comprendre aux lecteurs, mais aussi à Sei, qu'une unification par la force ne peut se faire sans massacre. C'est inévitable. Évidemment, en tant qu'humains normalement constitués, les massacres et les atrocités nous dégoûtent, mais elles nous permettent d'aborder des choses très intéressantes dans le manga. Dans l'arc de Kokuyo par exemple, au contact de l'armée de Kanki, l'unité Isshin a découvert à travers l'incident avec Bihei les valeurs que Shin souhaite transmettre à son armée. L'unité est sortie plus grande de cette crise. Ça nous a permis de voir une scène complètement folle où Shin retourne Raido et où Kyukai met son épée sous la gorge de Kanki. Grâce à ce massacre, on a vu Sei se déplacer jusqu'à Zao. En tant que lecteur, suivre tout ça, c'est du pur plaisir. Ces massacres m'ont donné encore plus de profondeur au rêve de Shin qui est de devenir un grand général sous les cieux. Au début, il voulait être un grand général parce qu'avec Hugh, il trouvait ça trop cool. Mais maintenant, il souhaite également le devenir parce que cela lui donnera l'autorité nécessaire pour empêcher d'autres massacres. À chaque crise avec Kanki, Shin et son unité en sortent plus forts et plus déterminés. En tout cas, avec Kanki, c'est la première fois que je vois un protagoniste se battre dans le même camp que le personnage le plus cruel de l'œuvre. Ça change et comme on l'a vu, ça apporte des choses très intéressantes à la narration. Maintenant, peut-être que vous demandez quel est ton avis à toi, Zilford, sur la mort de Kanki. Déjà avant toute chose, j'ai envie de dire que je suis tellement content de ne pas lire les spoils historiques. Moi, quand je lis un manga, j'aime la surprise. J'aime que l'auteur me surprenne. Et découvrir la mort d'un personnage incroyable comme Kanki sur une page Wikipédia, je trouve ça tellement dommage. Après, chacun fait comme il veut, mais moi je prends tellement plus de plaisir à découvrir tout ça dans le manga. Je reviens maintenant à la question et j'ai envie de dire, Hara a respecté Kanki dans cet arc. Vous avez vu comme moi dans le chapitre ce que disent les faits historiques. Riboku a vaincu à plusieurs reprises l'armée de Qin et il tua le général Kanki. Donc voilà les seules informations que Hara avait. Il devait faire mourir Kanki contre Riboku. Maintenant, pour la mise en place de sa mort, il avait le champ libre pour le faire comme il le souhaitait. Et donc, pourquoi je dis qu'il a respecté Kanki? Eh bah parce qu'il aurait très bien pu faire perdre Kanki avec des armées à taille égale. Là, Kanki qui meurt avec une armée 2 fois moins nombreuse que la sienne, face à Riboku, c'est une défaite qui est absolument normale, c'est logique. En faisant ça, Hara, à mon avis, cherche à protéger l'honneur de son personnage. Plus que ça, il a mis à la fin une embuscade où Kanki était à 2 doigts de prendre la tête de Riboku. Soyons honnêtes, cette embuscade c'était un peu du n'importe quoi, c'était pas très bien maîtrisé et pour cause je pense que c'était juste pour sublimer un peu plus la défaite de Kanki contre Riboku, quitte à ce que ça soit un peu brouillon dans l'exécution. Alors évidemment que je suis dégoûté de perdre un tel personnage, mais il a été respecté jusqu'à la fin par Hara. Je trouve la planche absolument légendaire. J'ai toujours voulu que Kanki meure avec le sourire comme un Ji, ça va tellement bien avec le personnage. Maintenant, posons-nous la question suivante. Pourquoi Kanki se bat? Shoto pensait que Kanki faisait la guerre juste par plaisir, qu'il aimait gagner grâce à son intelligence, et je pense qu'il y a effectivement de ça. Mais ce n'était pas tout, il y avait quelque chose d'encore plus profond, et c'est le défiguré du clan Saki, j'ai plus son nom, qui nous le dira dans ce chapitre. Kanki veut venger les opprimés. Kanki est en réalité le porte-parole de tous ces gens qui ont été victimes d'injustice dans ce monde, de toutes ces personnes qui ont été abusées par d'autres, en étant complètement impuissants et seuls face à leur malheur. En réalité, Kanki n'est pas vraiment leur porte-parole, il est plutôt l'incarnation de toute leur colère et de leur souffrance. Et là, Hara met le point sur des questions de société très intéressantes. Même de nos jours, partout dans le monde, on a des personnes qui sont opprimées, qui meurent de faim, qui vivent dans des conditions similaires à celles du clan Saki. Et le monde entier détourne le regard. Et c'est à cause de cet oubli, de cet abandon, que la rage de Kanki brûle si fort. On peut essayer de fermer les yeux sur la souffrance des gens, faire comme si on ne les voyait pas, faire comme s'ils n'existaient pas, mais demain, quand ces mêmes personnes décideront de prendre leur revanche, ou alors qu'ils seront devenus assez forts pour se faire justice soi-même,
il ne faudra pas s'étonner de leur radicalité. Finalement, Kanki sonne comme un rappel dans Kingdom. Un rappel qu'il ne faut pas abandonner les plus faibles à leur propre sort, qu'il faut lutter contre l'injustice, car si les victimes décident de se faire justice eux-mêmes, les conséquences seront terribles. Parlons maintenant des choses qui m'ont plutôt déçu dans ce chapitre. Parlons de Naki. Je suis extrêmement frustré par son traitement. Pour moi, c'est une mort inutile. Alors oui, c'est beau, il vient mourir aux côtés de Kanki, d'accord. Mais pour moi, c'est vraiment du gâchis. Ce personnage avait beaucoup de potentiel. Il avait de quoi devenir un général dans la Ishin plus tard. Mais là, le sentiment que j'ai, c'est qu'il est vraiment mort pour rien. J'aurais au moins voulu qu'il réussisse à partir avec la dépouille de Kanki. Ça me ferait chier d'avoir la tête de Kanki décapitée, même si ça serait un bon retour de bâton pour tout ce qu'il a fait durant sa vie. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, essayons un peu de voir ce qui va se passer dans les prochains chapitres. Déjà, on dirait bien que les restes de l'armée de Kanki vont rejoindre la Ishin. Dès le flashback sur le clan Saki, j'avais émis l'hypothèse que le clan Saki pourrait rejoindre la Ishin plus tard, un peu en mode rédemption en utilisant leur médecine pour sauver des gens. Et on dirait bien que ça va partir dans ce sens. Bon, Ojiko lui ça fait plaisir, il fera un bon ressort comique dans l'unité. Là où c'est moins évident, ça va peut-être être pour Maron. Concrètement, Maron, à part Ojiko, il ne lui reste plus personne. Donc qu'il intègre la Ishin avec lui, ça serait plutôt logique. Maintenant, c'est Karyoten la stratège numéro 1 de l'unité. Maron ne pourra donc pas la remplacer, mais on imagine bien qu'il devienne l'un de ses conseillers. Même s'il a surtout fait que pleurer ces derniers arcs, son expérience pourra être utile. Sinon, le grand gagnant de cet arc, c'est bien évidemment Riboku. Il est actuellement au sommet de sa gloire. Non seulement il vient de stopper l'avancée de Kin, mais il vient aussi de venger son royaume en prenant la tête de son ennemi numéro 1, Kanki. Il y avait trop de personnes dans la commu qui ne voyaient Riboku que comme un loser. Il était important de lui donner une victoire éclatante contre Kin. Bon, malheureusement, c'est tombé sur Kanki. Alors, certes, il était 2 fois plus nombreux que l'armée de Kanki, mais c'est lui-même qui s'est créé cette situation, en forçant Usen à rester à Retsubi et en faisant fuir l'armée de 200K envoyée par Shuekun. Donc, tous les mérites lui reviennent. Mais perso, je pense qu'on est arrivé au bout du personnage de Riboku. Dans cet arc, stratégiquement je l'ai trouvé excellent, mais je trouve que le personnage en lui-même a été trop utilisé, qu'il n'a plus rien à nous raconter de plus. Il a été au centre de l'arc de Bayou, de la coalition, à Gyu, et ici à Gian, une autre bataille avec lui, ça pourrait commencer à m'ennuyer. J'espère que sa mort ne tardera pas non plus, qu'on puisse enfin voir la fin de Zao. Même si avec cette bataille, les choses deviennent très compliquées pour Kin. Et c'est précisément de tout ça qu'on parlera dans le live de ce soir à 21 h. Donc soyez présents, il y a beaucoup de choses à dire. Et pour tous ceux qui veulent participer au live, rejoignez le Discord, je vous mets le lien en description. Alors oui les frères, aujourd'hui on a perdu un très grand personnage de Kingdom. Kanki a eu une place très importante dans la narration et dans nos cœurs ces dernières années. Mais c'est pas pour autant que le manga est fini. Aujourd'hui nous sommes en deuil, mais le manga va continuer à avancer. Les autres grands généraux vont aussi avoir droit à un très grand développement. Et c'est pour ça que j'aime autant Kingdom. Il est porté par tellement de personnages incroyables qu'on finit toujours par accepter les morts précédents. Plus ou moins. Bref, on se retrouve ce soir pour le live. Ciao.